Voilà, je continue la deuxième vidéo sur l'intro du I Ching rouge. Les souverains de l'Antiquité chinoise, avant de prendre des décisions importantes, interrogeaient leurs ancêtres défunts par le truchement de carapaces de tortues sur lesquelles on appliquait à un certain point des stylets chauffés. Alors là, Javari rentre dans l'art divinatoire chinois. Il passe sur les os d'ovins et de bovins, il va directement aux carapaces de tortue, dont je rappelle qu'il y a la carapace ventrale et la carapace dorsale, une représentation ventrale qui est terrestre, puisqu'elle marche, la tortue, et son dos céleste. Ok, et qui a eu plusieurs étapes pendant ces siècles, voire millénaires, d'art divinatoire, de pratique de l'art divinatoire chinois sur les carapaces de tortue. Donc, parce qu'il y a eu des famines à force de multiplication des actes divinatoires, des centaines de milliers, peut-être plus d'un million, ça va être dit quelque part après, ils en sont venus aux carapaces de tortue. Et puis, cette méthode a aussi évolué en elle-même. Et après, ils sont mis, donc on prend un tison en fer, on fait chauffer à rouge, on l'applique sur la carapace de tortue. Il en résulte des fissures, des craquements, des claquements, que un devin va au service de son roi, du roi, puis après du seigneur, du grand seigneur, du petit seigneur, etc. Et puis après de chaque, enfin bon, on va s'arrêter là, euh, va interpréter les craquelures pour, comme une réponse des oracles. Voilà, donc c'est de ça que Javary parle. Stylet chauffé, c'est le tison. Les réponses des esprits interrogés étaient déduites de la forme de fendillement que la chaleur provoquait dans les carapaces. Et donc, parfois, après perfectionnement, il pouvait y avoir une double interprétation de ces fendillements Ensuite, pour garder trace de ces diagnostics, les officiants prirent l'habitude, à partir du XVe siècle avant notre ère, donc on est en retour aux 3500 ans, 1500 ans avant Jésus-Christ, donc sous les Shang, avant les Zhou, de graver directement sur les carapaces, avant de les archiver, des sortes de signes mémotechniques résumant leurs conjectures. Ça veut dire quoi, en rapide? Carapace de tortue, ventrale, dorsale, tison chauffé, craquelure, interprétation. Le devin trace des signes de sa compréhension des craquelures, et ensuite il retrace des signes pour pouvoir ranger son interprétation, puisqu'il y en a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui vont arriver. Et le Viking va résulter de cette expérience de, allez, 1 million ou plus d'actes divinatoires recensés, archivés et repensés, examinés, etc. Ok, donc on est vraiment dans une expérience, une expérimentation de la connaissance, du céleste, des énergies, du vivant, de tout ce qui se passe, de toute la vie. Ok, et dont le changement devient l'unité de base. Ça, c'est passionnant. Donc je continue. Ces signes sont les ancêtres de tous les caractères chinois actuels. Ils n'en diffèrent que par leur forme, pas par leur principe. Ça veut dire quoi? Ouais, la façon dont les idéogrammes sont tracés encore aujourd'hui euh, rappelle cette histoire ancestrale encore. Bon, c'est mal dit, mais c'est ça quand même. Oubliée pendant plus de 2 millénaires, redécouverte fortuitement dans les dernières années du XIXe siècle et minutieusement analysée depuis, ces pièces, donc là il parle des milliers, des centaines de milliers de carapaces de tortues et os d'ovins et de bovins aussi retrouvées par des archéologues donc. Ces pièces ont permis de reconstituer avec précision l'évolution de l'écriture chinoise à partir des formes les plus archaïques. Ben oui, on est vraiment au début du début. C'est passionnant.
Mais ce n'est pas tout. Ces carapaces, surgies du fond des âges, ont aussi apporté un éclairage totalement nouveau sur le processus intellectuel rigoureux grâce auquel il fut possible, à partir d'un matériau disparate, circonstancié et quasiment infini, plusieurs centaines de milliers de pièces ont été retrouvées, et les archéologues estiment qu'il s'agit d'à peine le dixième du total. Donc le dixième du total de centaines de milliers, ça fait des millions. Ok ? Et je rappelle que cette préface est écrite en 2002, il y a plus de 20 ans. Et moi, je ne suis pas sinologue, j'ai lu quelques textes un peu plus récents, mais je ne suis pas à la pointe de ce discours-là. Je ne sais pas les dernières nouvelles, les dernières trouvailles archéologiques, etc. Qu'est-ce qu'on arrive à en déduire et à en comprendre. Mais là, on comprend quand même que c'est là la source de l'écriture chinoise. C'est pourquoi la Chine est une civilisation de l'écrit, comme Javary le dit, comme Han Sheng le dit et l'écrit aussi. Bon, voilà. Donc finalement aboutir à un texte dont la partie la plus ancienne, le texte canonique, organisé en 64 chapitres, hexagrammes, énergie, compte environ 4000 caractères. Oui, là Javary insiste sur ce fait assez extraordinaire, c'est que au bout de 35 siècles, 1 million d'actes divinatoires, on arrive quand même à une concentration, à un texte réduit de 4000 caractères. C'est un tout petit texte. Alors effectivement, on est dans du langage symbolique qu'on a beaucoup de mal à comprendre, et c'est pour ça que je vous aide à comprendre ce texte. Mais comment ça s'est rétréci et organisé, et où chaque mot est pesé et important, tu peux pas tu perds du sens si tu le changes. C'est pour ça que les traductions, c'est un casse-tête, c'est l'histoire d'une vie, une traduction du wiki. On s'aperçut notamment que ces diagnostics, qui à l'origine étaient détaillés et personnalisés, furent rendus anonymes de manière à pouvoir être généralisés, classés et organisés en fonction des similitudes qui y furent distinguées. Alors là, je fais une parenthèse personnelle. Certes, j'ai lu cette intro-là quand j'ai acheté le bouquin en 2002. D'accord. Et depuis, je ne l'ai pas lu. Apparemment, dans mon souvenir, rien. Et puis, vu que j'écris sur les bouquins, les annotations, apparemment, je l'avais pas relu ou reparcouru comme ça. Et puis donc là, quand je le relis, je comprends aussi une façon de mon parcours. C'est-à-dire, je suis passé en 2016 quand j'ai publié Le destin du genre humain, où il y avait donc un livre où il y a un texte qui illustre les 64 énergies du Viking, un texte biographique sur un personnage connu. Donc j'ai publié un livre où il y a 64 parties pour illustrer chacune des énergies par une personnalité connue. Et là, l'année dernière, 2023, je cherche à publier, j'ai pas trouvé d'éditeur, ils ont tous dit non, c'est la censure, j'appelle ça comme ça maintenant, c'est officiel, paf. J'ai donné plus de 400 exemples, 430, 450 exemples de personnalités connues, et où je dis telle personne vit dans telle énergie parmi les 64. Ok. Et même en fonction, il y a j'ai écrit un autre livre où je fais des classements et des reclassements, et je perds des jours et des jours à compter les mots pour déconcentrer et montrer comment la langue est concentrée dans cette telle énergie. Et ça me rappelle tout à fait, donc j'ai fait la même chose sans le savoir, c'est ça que je veux dire, que ce qui s'est passé dans la concentration du livre. Le I Ching est vraiment un amas concentré de toutes les énergies de mots, et on peut aussi, si on rajoute un peu d'eau, faire une recette où on déconcentre, ça reprend une autre forme pour chaque personne. C'est-à-dire que je reprends toute cette idée par un autre exemple.
chaque personne vit dans une des 64 énergies, et chacune des 64 énergies développe son propre vocabulaire. Et j'arrive à retrouver, pas toujours, mais souvent, ou parfois, plus humblement, que telle personne développe tel vocabulaire, et c'est pour ça que ça me fait penser à son énergie. Voilà. Par exemple, j'ai fait tout un livre sur le vocabulaire d'Obama, quand il a publié son autobiographie, et j'ai retrouvé plein de similitudes dans ce vocabulaire, dans d'autres personnes qui vivent dans cette même énergie. Par exemple, Confucius, et par exemple, son nom m'échappe, et tant pis. Bon, voilà. Donc ce travail délicat d'agencement dans le Yiking a pu être réalisé grâce notamment à certains signes spécifiques, des sortes d'évaluations techniques qui résumaient d'un mot l'appréciation tirée de l'examen des fondements. Donc on comprend bien que pendant des siècles et des millénaires, il y a eu des devins et des scribes, des écrivains chinois, qui ont travaillé à penser, rédiger, concentrer une émanation, une concentration de toutes ces expériences du Yi Jing avec des mots de plus en plus chargés, précis, articulés, etc. Le tout dans un langage poétique, langage symbolique, rimé et versifié. Donc c'est plus que du chef-d'œuvre, on est dans le génie d'une civilisation. Okay, sur des millénaires. Donc c'est vraiment un trésor de trésors. Bon. Car ces indications techniques, par elles-mêmes, en nombre assez restreint, se trouvaient à l'identique dans des centaines de milliers d'archives traitant de circonstances fort diverses. Il fallait bien, se dirent les lettrés de l'Antiquité, qu'une qualité commune parcourt ces situations extérieurement disparates. Comment ça se fait, se dirent-ils, que ces choses se répètent de l'extérieur, donc il y a bien une source commune. Donc c'est l'histoire de trouver les énergies et de nommer les choses. Ils pensèrent alors qu'il devait s'agir de la qualité énergétique du moment et de l'adéquation de ce qu'on projetait d'y réaliser. Bon, ça c'est l'interprétation de Javary. C'est plus que ça. La qualité énergétique du moment, oui, mais le moment, c'est le présent absolu. Et il y a quand même cette histoire d'adéquation, d'accord. Mais ça, c'est en vue du conseil, c'est parce qu'il voit il croit que le leaking a été créé pour qu'on puisse recevoir un conseil. Mais c'est pas ça le but de la création du leaking, au départ, non. Mais on écoute son discours. C'est ainsi qu'après des siècles de réflexion, d'organisation et de distillation successives, ils aboutirent vers le milieu de la dynastie des Han, au tournant de notre ère, donc on est 200 ans avant, 200 ans après Jésus-Christ, les Han, à ce texte de seulement 4000 caractères, organisé en 64 chapitres, hexagrammes énergie, consacrés chacun à une situation type, un agencement énergétique spécifique, défini par un titre, donc chacune des 64 énergies a un numéro et un nom, généralement un simple verbe d'action, donc on a suivre, augmenter, diminuer, on a des verbes comme ça, et dont l'évolution globale, le déroulement probable, est explicité par 6 paragraphes successifs. Donc là, on n'est pas d'accord sur les 6 paragraphes successifs, il parle du texte des traits, c'est beaucoup plus compliqué que ça, le texte des traits. J'ai déjà montré d'ailleurs, par exemple, dans les vidéos sur l'hexagramme 1 du créateur, que le texte des traits raconte une histoire, le déroulement d'une vie, destin, destinée. Je l'ai montré pour le prophète Mohammed, pour Alexandre le Grand, etc., etc. Charlemagne au passage, etc. Vous pouvez retrouver la vidéo parmi la trentaine de vidéos. Est-ce que je m'arrête là? On est à 14. Après, je sais pas où on va. 3, 4. Je continue encore un tout petit peu. La seule chose, citation, la seule chose qui ne changera jamais, dit un texte du Yi Jing,
c'est que tout est toujours en train de changer. Donc là, on reprend l'idée que le I Ching parle du changement et que l'unité du livre, c'est le changement. Peuple pragmatique, s'il en est, les Chinois ont pris cette constatation de bon sens comme perspective pour leur manière de penser le monde et l'ont rationalisé, à l'aide du livre des changements. Familier aux lettrés de la Chine impériale, qu'il étudiait au moment de loisir et le consultait au moment de choisir, il n'y a qu'en Occident où Mansi et prophétie sont partie intégrante des grands textes fondateurs qu'on s'imagine l'interroger pour connaître l'avenir. Alors, parenthèse importante. Le I Ching n'a pas été créé en Chine pour connaître l'avenir. Mais, parmi tout ce qu'on peut en faire tellement il est riche, il y a une dimension où on peut aussi s'atteler à comprendre un certain avenir. De qui, de comment, de pourquoi, c'est encore une autre thématique dont j'ai déjà parlé. J'ai fait des biographies écrites ou dans les vidéos, je vous montre comment ça marche, donc pour comprendre l'avenir. Mais je dois bien dire que j'ai constaté moi-même, quand je parle avec quelqu'un et que je lui fais découvrir un peu tout ça, et qu'une des questions qui vient très rapidement, si ce n'est la première à chaque fois, c'est et tu peux connaître l'avenir avec ça? Et donc ma réponse est multiple. On m'a demandé de jouer, donc j'ai essayé de jouer au début, et je me suis aperçu dans quelle proportion j'avais raison et dans quelle proportion je me trompais. Parce que c'est pas l'outil de base du Wiking de connaître l'avenir. Mais on peut faire des déductions sur l'avenir, certains avenirs de la personne. Oui, mais c'est pas le but. Ok? C'est que nous, dans la pensée occidentale qui s'écoule de gauche à droite, etc., connaître l'avenir, c'est presque angoissant, ça nous renvoie à la pitié un peu. Ok? Alors que là, pour le I Ching, on reçoit un conseil énergétique. Bon, reste à développer, parce que moi, il va falloir que je développe ma propre méthode encore plus, davantage, pour vous l'expliciter, mais ça, c'est pas tout de suite. Ça va se faire au fur et à mesure. Donc, peuple trop concret pour imaginer... Ah, j'ai un problème. Pour imaginer que le futur puisse être sérieusement prévisible, les Chinois n'utilisent le I Ching à décrypter la configuration d'un moment que dans le but de s'y accorder efficacement. Oui, c'est le Dao Talking, formulé par Lao Tzu et Chuang Tzu, Liu Tzu, conseille d'épouser l'énergie, d'épouser le Dao, le Tao, le Dao. Ok? Et c'est ça le conseil ultime. Nage dans le sens du courant, ou si tu veux nager dans un contresens, à tes risques et périls. Voilà. On est à 18 minutes, je m'arrête là pour cette vidéo-là.